Voilà, tel que promis, c'est un plaisir et un honneur de recevoir aujourd'hui à Du Coq à l'âme le producteur et réalisateur Christophe Cossé, qui sort le film Wake Up du chaos à la lumière le 26 décembre prochain. Et on est très excités de pouvoir discuter de ce merveilleux film-là avec lui. Ah, merci. Bonjour, Christophe. Bonjour à tous les deux. Bonjour, merci d'avoir C'est accepté notre invitation, Christophe. c'est tout naturel. Merci de m'avoir invité aussi, surtout. J'ai vu aussi que tu étais master en psychologie clinique, en hypnose ericksonienne et en PNL. Oui. Mais c'est quoi ça? Nous, on dit au Québec, ça mange quoi en hiver, ça? L'hypnose ericksonienne. C'est intriguant, hein? Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire, hypnose ericksonienne? Bah, l'hypnose ericksonienne se différencie de l'hypnose classique, qui est plutôt connue, tu vois, comme étant un peu l'hypnose à la fois de spectacle, mais aussi l'hypnose de rue, qui est une hypnose qui est directive. Et là, l'hypnose ericksonienne, elle a été mise au point par Milton Erickson, un Ah, psychiatre. Et ensuite, bah, ces travaux ont été modélisés par un mathématicien et un linguiste pour, en gros, bah, ériger la NLP, donc PNL, la PNL, programmation ouais. Ouais. neurolinguistique. Voilà. Donc les deux sont peu ou prou associés. Maintenant, l'hypnose ericksonienne est une hypnose qui est une hypnose de dissociation, c'est-à-dire qu'on dissocie l'esprit conscient de l'inconscient. Voilà. Et puis, bah, c'est un outil thérapeutique assez fantastique, enfin, que j'ai utilisé et que j'utilise toujours d'ailleurs depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et en hiver, bah, ça nourrit aussi son homme, hein, mais à toute saison. Hein, Mais voilà. tu pratiques encore, tu fais des films, tu produis, tu réalises et tu pratiques toujours la PNL et l'hypnose, si je comprends bien. Oui, de façon nettement moins assidue, parce qu'il est vrai que le film, puis précédemment Wake Up, pardon, Hold Up, m'ont Hold up. aussi accaparé beaucoup de temps et d'énergie. Mais c'est important pour moi de continuer à soigner et à travailler ces disciplines, bah, parce que ça, voilà, ça me remet dans une position basse, on va dire, et c'est une position d'humilité, hein, voilà, parce que en fait, c'est le lot de tout un chacun, hein, c'est de comprendre que euh, ce que nous sommes est la conjonction de quand même énormément, beaucoup de paramètres, sinon de conditionnement, de blessures, de croyances. Enfin bon, je ne sais pas si notre entretien va tourner autour de ça, Ben, mais en tout ça se reflète dans cas, tes films, en tout cas, tout ça, c'est clair. ouais, en tout cas, moi, ça m'a bien aidé dans, dans ma démarche filmique et dans ma démarche cinématographique. Oui, puis ça m'a bien aidé aussi à comprendre et à décrypter ce qui se passait, ben, ce qui a commencé à se passer maintenant il y a 3 ans. Les clés de lecture de la PNL et de l'hypnose et de la psychologie clinique, oui, ça m'a quand même pas mal aidé à comprendre ce qui était en train de se dérouler sous nos yeux. C'est souvent ce qu'il y a de plus difficile. D'ailleurs, c'est ce que Tocqueville disait. Il disait que ce qu'il y avait de plus difficile à expliquer, c'était ce qui se passait ben, sous nos yeux. Voilà, parce que quand on n'a pas de recul, quand on n'a pas non plus suffisamment d'éléments de compréhension, il est vrai qu'il est difficile. Surtout que là, c'est parti un peu, quand même beaucoup dans tous les sens. Et l'ingénierie sociale a été telle que c'était pas forcément évident parce qu'elle est extrêmement bien faite. C'est un plan marketing fabuleux, hein. Je vois pas de quoi tu parles, Christophe, du tout. Non. en fait, c'était juste pour satisfaire la curiosité d'Amélie parce que quand il y a quelque chose qu'elle ne connaît pas, elle Moi, je est deviens portée à, folle.
à poser des questions. Et moi, je connaissais juste l'hypnose qu'on vit en ce moment, collective par les grands médias. Là. Ils sont tous en train d'hypnotiser la population. L'hypnose propagandiste. Mais justement, tout à l'heure, tu parlais de Wake Up. C'est bien de mentionner, tu es producteur aussi du film Wake Up de 2020. Oui, il y a trop de Hold Up, Wake Up. Bon, en 2020, c'était Hold Up, puis en 2022, c'est Wake Up. Bon, parfait. Mais ça avait fait tout un scandale, ça. Puis même ici, là, au Québec, ça avait fait les manchettes. On avait beaucoup parlé. Ça avait joué d'ailleurs dans certains cinémas Gouzeau, si je ne me trompe pas. Donc, oui, ça a traversé l'océan, tout ça. Juste avant de parler de Wake Up, justement, peux-tu nous parler de cette aventure que tu as vécue avec Hold Up? Parce que, bon, ça a dû brasser, là, quand même. Alors, tu appuies sur le fait que, bon, c'était un scandale, que ça a brassé. Oui, c'est vrai, il y a eu un gros temps après la diffusion du 11 novembre, et même déjà avant, ça commençait à frétiller. Mais je pense que à la fois en tant que producteur, arriver à faire à peu près, bon, disons officieusement, peut-être 15 millions de vues, officiellement peut-être 8 à 9 millions de vues en France, c'est déjà un beau succès. Ah ouais, c'est un exploit. Un exploit, ça je ne sais pas, mais c'était un beau succès. En tout cas, il n'a absolument pas été monétisé, puisque souvent les contradicteurs et les fact-checkers ont essayé de mettre le doigt sur le fait que ça nous avait rapporté beaucoup d'argent. En fait, non, pas du tout. Parce qu'il a été beaucoup hacké, là, donc les gens l'ont regardé gratuitement. Entre autres, oui, et puis la diffusion que nous avions, on avait de multiples supports de diffusion, mais notamment Vimeo. Et Vimeo, à peine 12 heures après l'ouverture à la location et à l'achat du film, Vimeo suspendait la diffusion. Donc, on a été censuré à de maintes reprises. Mais je pense que l'attitude de la politique, l'attitude de la presse nous a beaucoup aidé, et a beaucoup aidé le film dans sa diffusion et dans sa promotion. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Je ne pense pas qu'ils feront la même chose avec Wake Up. De toute façon, l'intention n'est pas du tout la même. C'est ça, c'est très différent comme nouveau film. Mais par rapport à Hold Up, est-ce que vous vous attendiez à autant de controverses, ou vous avez fait ça en pensant rejoindre un vaste public sans causer trop de controverses, de malaise? Alors, bon, je ne veux pas non plus trahir ce que pourrait penser Pierre, mais en fait, bon, moi, ce qui m'a vraiment dépassé, c'est beaucoup plus le phénomène d'audience énorme de Hold Up. Ça, oui, ça m'a complètement dépassé. Le fait qu'il y ait une levée de bouclier, qu'il y ait une sorte de brancard contre le film, je savais de toute façon, puisque c'était une parole un peu inédite que nous avions proposée à tous les interlocuteurs. Le fait qu'il y ait une parole différente et un langage différent par rapport à ce que le diktat du pouvoir imposait comme narratif, c'est sûr que c'était en porte-à-faux, voire en contradiction, et je m'attendais à ce qu'il y ait évidemment des réactions. À ce niveau-là, non. Je pense que Pierre non plus ne s'attendait pas du tout à cela. Surtout que c'était des spécialistes, c'était pas n'importe qui, là, les intervenants quand même, c'était des gens hautement crédibles. Donc, oui, et dont, bon, il y avait 2 prix Nobel également, et puis d'autres scientifiques dont la renommée n'est pas à remettre en cause. C'est simplement le fait qu'il était nécessaire d'avoir un autre discours que le discours ambiant, que le monologue de l'époque. Il était impossible de se départir et de sortir de la version officielle.
Donc c'est pour ça aussi qu'il y a paf, là un film qui sort et qui vient tout fracasser et qui vient contredire absolument tous les paramètres du narratif. Donc c'est sûr que ça a crispé. Hein. Surtout à ce moment-là, c'était fin 2020, je crois. C'était pire, là. On était profond dans l'endoctrinement à ce moment-là. Ouais. Donc, ça a dû faire réagir encore plus. Et ce qui est particulier avec Hold Up, c'est que c'est quand même plus un film, même si c'était des intervenants scientifiques, tout ça, c'est quand même plus un film dans la dénonciation, dans la résistance, plus dans la colère, ce qui change complètement de Wake Up, qui est très, très élevant, qui est très, nous, on appelle ça le nouveau monde, c'est complètement ailleurs, là, au niveau vibratoire. J'imagine que ça suit ton développement aussi. C'est pas le même réalisateur déjà. Et puis, de toute façon, l'intention de Hold Up était de dénoncer. Et ensuite, bon, bah, moi, j'ai suivi Pierre dans son traitement. Hein. Moi, je respecte l'avis de l'auteur. Moi, j'étais que producteur. Et même si j'étais pas d'accord avec certains des traitements qu'il a fait, bah, j'ai choisi de défendre le film et de défendre Pierre parce que c'était important que cet autre narratif soit connu et soit diffusé. Et que finalement, on se rend compte que non seulement le film a eu un énorme succès, mais aussi et surtout que ça a permis à certains de réagir. Et nous, ce qu'on voulait naïvement au départ, c'était instaurer un débat contradictoire. Bon. Ça a marché. Plus ou moins, parce que la notion du débat est toute relative. Là, on n'a pas vraiment eu, malheureusement. C'est plus une guerre. C'est plus une guerre qu'un débat. C'était une guerre de tranchées, un peu ça. Mais in fine, le film, alors même s'il a été brocardé par l'intelligentsia, même s'il a été instrumentalisé, même si nous avons nous aussi été instrumentalisés et certains des intervenants l'ont été également, il n'en demeure pas moins que, on n'a jamais été ennuyé par la justice. Donc, s'il y avait eu des développements ou des paramètres qui ne répondaient pas à la loi, on aurait été embêté et puis ça se serait su. Mais nous n'avons eu finalement que des menaces. Alors, de très nombreuses menaces, très nourries, pendant plusieurs semaines. Comme quel genre de menaces? Ça, les menaces, c'était non seulement des menaces ad hominem, c'est-à-dire concernant Pierre ou me concernant le film, et puis après, avec toute la sphère et toute la sphère soi-disant de la bien-pensance contre le complotisme qu'ils associent aussi assez facilement à l'antisémitisme, à l'extrême droite ou à l'extrême en général. Bon, bref, tout ça, c'est de l'instrumentalisation. C'est des procédés connus, archi connus. Beaucoup d'intimidation. Qu'on voit. Dans le fond, j'ai du mal à voir le lien entre la dénonciation des mesures sanitaires, de la folie covidienne et le racisme. J'ai jamais vu le lien, mais apparemment qu'eux voient un lien. Oui, de toute façon, c'est une façon de marquer les esprits. Et au lieu de s'attacher finalement au récit et à ce que l'on pouvait énoncer dans le film, c'est s'attacher aux personnalités de ceux qui ont pu le faire ou de ceux qui ont pu composer le film par leurs interventions, leurs postures. C'est le jeu, malheureusement, on en est là, et parce qu'on est dans la ferme des animaux, et que tout est inversé, et que maintenant, la liberté, c'est le confinement, ou la liberté, c'est l'emprisonnement. Enfin, on est totalement dans des valeurs inversées, dans la mesure où il faut pouvoir répondre aux exigences
du diktat, du narratif politique et de ce fait du narratif de la presse qui suit derrière. Et puis le business et le show must go on, hein, business, bon. Hein, on évoquait dans le film la corruption autour du phénomène Covid. Maintenant, de plus en plus, on se rend compte, parce qu'il y a des fuites de plus en plus nombreuses au quotidien, maintenant c'est complètement dingue, à quel point cette corruption, elle est systémique. Et ce qui est merveilleux, c'est que les médias, les figures politiques continuent de faire l'autruche. Ben, ils savent très bien, là, mais je veux dire, ils continuent d'ignorer tout ce qui est en train de se passer. C'est juste incroyable. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas le choix. Ils ne vont pas dire « Ah ouais, là, je pense qu'à un moment donné, ils devront dire on s'est trompé, on s'est fait avoir. Je ne sais pas, parce que là, ils vont courir dans la honte Internet. Plus ça va, plus ils vont avoir l'air complètement ridicules. Ben, ils ont déjà l'air ridicules, mais ça, c'est un autre dossier. Si on veut revenir à Wake Up, là, je ne vais pas me tromper, c'est Wake Up. Oui. Du chaos à la lumière. Je trouve que ça représente parfaitement l'essence du film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore des scientifiques qui témoignent, mais là, il y a des figures spirituelles, des artistes, philosophes qui nous parlent de toute la beauté et du sacré de la vie. Donc, je trouve que ça pourrait être difficilement attaquable comme film. En tout cas, s'ils disent que tu es un raciste, fasciste, homophobe, antisémite, je ne sais pas quoi, en tout cas, ils ont de l'imagination. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Hein. Ils sont libres de dire n'importe quoi. Enfin, il n'y a pas de législation, il n'y a rien qui empêche les gens de dire n'importe quoi. Ah oui, on le voit jusqu'à maintenant, là, ils peuvent. Là. Mais est-ce que des intervenants, justement, je voulais dire, ils ont tous beaucoup de sagesse. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce film. Et d'ailleurs, je voulais savoir qu'est-ce qui avait déterminé ton choix des intervenants. Parce que tu sais, des gens qui ont quand même 3 prix Nobel, avocats, médecins, physiciens. Ça devait être etc. des gens qui vous inspiraient. Alors, là, on parle bien de mon nouveau film, Wake Up. Hein, oui, oui. Absolument. Tout à fait. Oui. Là, On est rendu là. On passe du chaos à la lumière, là, Christophe. On est rendu à la lumière. Voilà. Déjà cette dimension, cette énergie, puisque c'est le mot que tu as employé tout à l'heure, Amélie, je voulais l'insuffler dans Hold Up. Puis je voulais beaucoup plus évoquer tous les mécanismes d'ingénierie sociale. Je l'ai expliqué comment cette hypnose avait été rendue possible. Bon, les choix de Pierre ont été différents et je voulais absolument, moi, pouvoir faire quelque chose autour de cela pour que tout un chacun puisse comprendre que ce n'est pas évident de distinguer le grain de livret. C'est pas évident non plus lorsque on est dans une société où le conformisme est extrêmement important. C'est pas évident de se départir et de se dire non, moi finalement j'ai pas envie de tourner dans ce sens, je vais tourner dans l'autre, parce qu'on est tout de suite montré du doigt, on est mis aside, donc mis de côté, ouais. en marge. Merci. Et ça demande une force intérieure, non pas que je l'ai, hein, c'est pas ça que j'ai envie de mettre en avant, mais ça demande vraiment une force intérieure de se dire ok, je suis capable contre la vie de tous. Il est évident que quand j'avais commencé à faire en gros mon casting entre guillemets pour Hold Up, il y avait pas mal de personnalités qui voulaient pas rentrer dans cette dynamique d'opposition, de résistance, et que j'avais moi beaucoup envie d'interviewer dans cette finalité, parce que dans le que nous condamnions, en gros. Hein,
moi, là, il ne s'agit pas avec Wake Up maintenant de faire de la dénonciation, mais plutôt d'évoquer la réconciliation. C'est pas parce qu'on a compris qu'on est plus malin. Non, on est tout aussi con si on se moque des autres. On est tout aussi stupide si on va se réjouir du fait que il y a certaines personnes qui vantaient les bienfaits de cette pseudo-vaccination et aujourd'hui des problèmes physiques, des problèmes physiologiques. Et moi, je trouve ça tout aussi répréhensible que le fait d'être brocardé ou ostracisé parce que je pense différemment ou parce que j'ai pas envie de me faire injecter un produit dont je ne connais ni la consistance ni les effets. Donc, c'est plus une démarche de tolérance, plus une démarche d'écoute, de compréhension, de main tendue, et c'est pour ça que j'ai choisi de prendre le biais de la philosophie associée au spirituel. Et en fait, les personnalités que j'ai interrogées, je les ai amenées sur le terrain de la philosophie. Vers la sagesse. Parce que c'est ce que je voulais. et je voulais qu'ils abordent toutes les questions, mais aussi comment est-ce qu'on peut appréhender notre réalité, comment est-ce qu'on peut appréhender notre existence, comment est-ce que l'on peut appréhender et apprécier le vivant. Et au lieu d'être super technique, ça me barbait, j'en voulais pas. Et puis comme je suis passionné de philosophie et que je suis aussi passionné par l'humain en général et par la vie en particulier, voilà, j'ai voulu instaurer et insuffler cette dimension de cœur dans ce nouvel opus qui s'intitule Wake Up. Donc là, le premier épisode, c'est en fait le fait que cette crise est une opportunité de changement. Parce qu'ensuite, j'aimerais pouvoir continuer cette série avec le fait que tout est fréquence, que tout est information, que tout est énergie, que tout est amour. Donc, c'est ça, il y a plusieurs épisodes. Ça durait un bon 2 heures. Je sais pas comment ça dure. Ouais, là, celui-ci dure à peu près 2 heures, en effet. Et c'est pour l'envie de produire les 5 autres documentaires qui suivent et qui composent cette série Wake Up. C'est parce que j'ai tout simplement repris les principes de base de la physique quantique et je me suis dit que ça pouvait être des angles d'approche super intéressants pour parler du vivant. Est-ce dans les intervenants choisis, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que les autres? C'est une question embêtante, là, mais... Marqué, tous sont exceptionnels. Mais ta femme, elle t'a imposé un choix? Ma femme derrière qui me dit, c'est moi qui... Bon, oui, c'est... Ta femme était dans le documentaire? Non, elle m'a donné un coup de main. Elle m'a donné un coup de main en tournage. Parce que je fais ça avec les moyens du bord. Et ça a surtout été de la démerde. Et donc, elle m'a bien aidé, pour merci à ta femme. Merci. On peut dire que une tête connue, là, il y a docteur Louis Fouché, il y en a d'autres, il y a plusieurs figures éminentes, mais peut-être pour les Québécois, ils vont plus reconnaître docteur Louis Fouché. Moi, je l'aime bien. Mais tous les intervenants étaient absolument incroyables. Il y avait même un homme là, qui venait d'une tribu ou je ne sais pas quoi. Là. Comment ça, tu connaissais? Un chaman pygmée, oui. Ouais, chaman, comment tu le connaissais, lui? Non, je ne le connaissais pas, mais tu sais, c'est de fil en aiguille. À partir du moment où est véhiculée
une énergie, donc cette énergie de partage, d'amour, de réconciliation. De fil en aiguille, ça vient super rapidement. En gros, là, comment est-ce que j'ai pu le rencontrer? C'est parce que j'étais en cheville avec le magazine Native et en leur disant que j'étais en train de poursuivre, entre guillemets, un chef Lakota parce que je voulais impérativement tourner avec un chef Lakota. Et ils m'ont dit, ben non, là, en ce moment, on organise pas mal de rencontres, mais là, on n'a pas ça, mais on va t'aider à le trouver. Dans l'immédiat, on a un chef pygmée qui vient en tournée en France. Il vient quelques jours, quelques semaines, essaye de te caler avec lui et j'ai réussi à me caler avec lui pour le rencontrer à Marseille et c'était fantastique. En effet. Ce qui est bien, le film aussi, c'est qu'il incarne complètement le vivant jusqu'au bout parce que tes invités, t'es interviewés dans la nature. Je crois dans des endroits qui les a marqués. Je crois que tu leur demandais où ils voulaient être interviewés. C'est ça, c'est ça. Alors, d'abord, en termes de vibration, je trouvais que ça donnait une dimension supplémentaire. Le fait qu'il y ait la nature qui vibre derrière. Au lieu d'être en studio, là, froidement. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Et puis, quelquefois, même, j'aime bien remarquer ces petites synchronicités et ces messages de la vie. Il est arrivé que sur certaines des déclarations, c'était très puissant, c'était très fort, c'était au-delà même de l'esprit, parce que c'est l'âme, hein, puisque ça reprend aussi le titre de votre émission, l'âme du lieu qui se mettait à résonner avec les paroles de l'invité. Et ça, je trouve ça magique. Voilà. Et comme je trouve que tout est magique dans cette existence, dans cette vie, parce que j'ai tendance à voir du sacré partout et à voir du merveilleux partout. Et ben voilà, ça c'était une façon de le montrer. Et le fait de tourner en extérieur, ça apporte une richesse, bien évidemment, à l'image. Ça soutient beaucoup mon discours aussi, puisque dans le discours, dans Wake Up, bien, je brocarde le matérialisme versus le naturalisme. Vieille guerre philosophique de la Grèce antique aussi, d'ailleurs. Mais pour être cohérent aussi avec ce que j'avais envie de raconter, le fait de tourner en extérieur était une évidence pour moi. Alors, il y a quelques rares interviews, je crois qu'il y en a que 2, tourné à cause des conditions météorologiques qui étaient exécrables à ce moment-là. Mais en règle générale, ça a super bien fonctionné et c'est très agréable à pouvoir à regarder. Voilà, parce que l'œil est apaisé. Ouais, il n'y a pas les couleurs flashy, machin, ou les ci ou le ça, comme dans une grosse émission de divertissement. C'est dynamique aussi avec le vent et tout ça. À un moment donné, il y avait une intervenante qui parlait, puis il y avait presque une tornade de vent autour. Ouais, c'est ça. C'est naturel. C'est ça, exact. Dirait Paul Valéry, le vent se lève, il faut tenter de vivre. Ouais, bon. Mais même, tu es allé au bout de la démarche au niveau de la bande de son que j'ai lu, qui a été traitée à partir de la fréquence de l'eau, c'est-à-dire en 429 Hz. Oui, alors ça, c'est un vœu que j'ai formulé pour ensuite faire les épisodes à suivre. Là, ça se fera sur toutes les fréquences, évidemment. Et là, j'ai ni eu le temps ni les moyens de pouvoir le faire pour. Je suis tellement déçue. Il va falloir attendre la suite. C'est très. Non, mais la musique, et j'en profite parce que le garçon qui a fait ça est absolument formidable et il a une oreille absolue. Et je lui ai retranscrit
exactement tout ce que je voulais. On s'est enfermés tous les deux. Et après, je lui ai donné un cahier des charges et qu'il a merveilleusement respecté. Voilà, puisque la musique se confond avec l'ambiance sonore, les bruits d'eau, les bruits du vent, les bruits des oiseaux, enfin les bruits de la nature, de la vie, du vivant. Voilà. Et cette mélodie-là, il n'y en a pas de plus belle. Voilà. C'est très inspirant. Les intervenants sont vraiment... ils incarnent bien, en fait, le nouveau monde. Si vous le voulez bien, chers amis, on va faire une petite pause musicale avec une suggestion de Christophe. Christophe, vous avez choisi Last Temptation of the Christ, une très belle chanson de Peter Gabriel. Moi, j'adore Peter Gabriel. Est-ce qu'il y a une raison spéciale pour cette chanson-là? Peter Gabriel, déjà, ça fait... avant, c'était Genesis. C'est un de mes auteurs préférés, n'est-ce pas? Donc, Oui. il y a Lou Reed et puis il y a Miles Davis aussi, qui sont pas loin. Chet Baker aussi, pas loin. Mais bon, c'est parce que cette musique ainsi que ce film m'ont absolument transporté. La Passion du Christ de Mel Gibson? La Passion du Christ. Quel bon film. Ouais. Et puis aussi, voilà, c'était une autre façon de voir ou d'interpréter. Bon, c'est sûr que c'est inspiré du travail de ce fameux essayiste grec. C'était intéressant de voir le Christ humain. Et j'avais beaucoup été sensible lorsque c'était sorti. Et ensuite, cette musique, elle m'a toujours accompagné. Mais quand je dis toujours, c'est que dès que, bon, maintenant je commence à avoir un petit peu de bouteille, à avoir quelques années derrière moi. Mais souvent, cette musique, elle m'accompagnait dans mes trips quand je partais voyager au fin fond de la Bolivie ou que sais-je, du Sénégal. Et j'avais tout le temps cet album de Peter Gabriel avec moi. Alors, on va l'écouter. Last Temptation of the Christ avec Peter Gabriel, suggéré par notre invité aujourd'hui, Christophe Cossé. Et on est là pour en savoir plus sur le film Wake Up qui sort le 26 décembre. On revient tout de suite après cette belle pièce de Peter Gabriel. Merci. C'est vrai que ça fait voyager, hein? Je comprends votre ambiance musicale pour voyager. Peter Gabriel, Last Temptation of the Christ. Christophe Cossé est avec nous pour nous parler de son nouveau film Wake Up, du chaos à la lumière, qui sort le 26 décembre. On a très, très hâte de voir ça. Et justement, c'est à la suite du film Hold Up, qui était plus dans le chaos. Et vous dites... dans le dossier de presse, en fait, que le chaos est nécessaire pour aller vers la lumière, pour aller vers le changement. J'ai trouvé ça très intéressant parce que sans chaos, on reste endormi. Alors, là, c'est le deuxième volet. On va dire que ça, c'est l'interprétation qu'on pourra en faire. Le chaos est nécessaire au changement, c'est une réalité physique. C'est-à-dire que... c'est expliqué dans le film, d'ailleurs. D'ailleurs. Et pour passer d'un état à un autre, les molécules, par exemple d'eau, pour s'évaporer, admettons. S'évaporer ou se transformer en glace, voilà. Ça passe par un état de chaos. Et le chaos, ensuite, on peut se dire, bon, c'est pas très ragoûtant, on n'a pas envie d'y aller. C'est vrai. Maintenant, ce chaos, il est nécessaire et indispensable pour le changement. Pour changer d'état. Pour changer d'état. De niveau de conscience d'état. Entre autres, voilà, bravo. Alors, ça peut se faire aussi autrement que dans le chaos, hein, changer d'état de conscience. Fort heureusement, ça peut se faire dans la douceur, dans la prière, dans la respiration, ça peut se faire
accompagné par un thérapeute, entre autres. Ça peut se faire par la musique. Bon, bref. Mais ce qu'il y a d'important, pour en revenir maintenant sur le deuxième volet, c'est-à-dire le volet de l'interprétation. Est-ce que j'ai vraiment besoin qu'il y ait quelque chose qui va me choquer pour que je puisse m'éveiller? Alors, certains pourront être partisans de cette thérapie provocatrice. Moi, je suis plus, même si j'aime bien la thérapie provocatrice lorsque j'ai un patient avec moi, mais là, en l'occurrence, c'est beaucoup plus, comme le rappelle d'ailleurs Louis Fouché dans le film, c'est beaucoup plus une démarche comme une démarche médicale. Un médecin qui va retrouver son patient et qui a quelque chose de délicat à lui annoncer, c'est pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut accompagner le patient, et là en l'occurrence les patients, ce sont nos concitoyens qui dorment ou d'autres qui sont même éveillés, hein, j'en parlais tout à l'heure, et qui ont la même attitude violente et la même attitude d'exclusion que ce que nous déplorons. Oui. Dans le camp, évidemment, entre guillemets, des sachants et dans le camp du pouvoir et du narratif. Ceux qui sont plus dans la résistance et la guerre. Exactement. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Enfin, je ne cherche pas à cibler quoi que ce soit, hein, parce que moi, j'ai fait ça comme je le pensais. Je ne me suis pas mis à échafauder des plans marketing ou à essayer de comprendre quel devait être exactement le bon ton du film pour toucher la bonne personne, ce qu'on pourrait faire pour un film, ce qu'on pourrait faire pour une émission de télévision sur le marché de la télé ou le marché du cinéma. Non. Là, c'est vraiment quelque chose qui est venu de la conscience globale. Moi, compte tenu de ce que je savais, compte tenu de ce que je suis, je me suis dit, voilà, comme je n'ai pas pu le faire sur Hold Up, je vais le faire sur Wake Up. Mm-hmm. Et c'est venu tout naturellement. Et à partir du moment où cet élan, où cette intention était lancée, de là est venu, par exemple, Native, et on en parlait tout à l'heure avec le chaman Pygmée, mais d'autres aussi sont venus tout à fait naturellement. C'est parce que mon intention, l'intention d'amour, l'intention d'élévation, l'intention de rendre grâce devant le merveilleux de la création et du vivant, ensuite, tout s'orchestre naturellement. C'est ça qui est merveilleux. Et ça donne espoir aussi, le film, parce que ça l'explique clairement que tout le monde n'a pas besoin de se réveiller. C'est comme si une petite partie de la population qui va incarner ce changement-là, puis qu'éventuellement, ça va être beaucoup plus magnétique et attirant pour les autres qui vont y aller tout naturellement. Il y aura un effet d'entraînement. Oui, c'est ça. C'est ça. Aussi, ça se base sur des études qui ont été faites auprès de... C'est Philippe Bobola qui évoque ça dans le film. Différentes études qui avaient été menées par des scientifiques américaines sur la masse critique et sur tout ce genre de choses. Donc oui, il suffit, si je puis dire, d'être suffisamment nombreux en résonance autour d'une même intention pour qu'il y ait un cluster qui se fasse et puis que d'autres clusters se fassent et qu'après, l'ensemble de ces clusters deviennent une nouvelle réalité. Oui, c'est ça. Je pense que c'est Louis Fouché, d'ailleurs, qui expliquait ça dans le film et que même ça devient à quelque part irrésistible pour les autres d'aller vers là. Ou c'est peut-être pas Louis Fouché qui parlait des bulles de condensation quand on fait bouillir l'eau, puis que là, qu'il y a des bulles qui... c'est Philippe Bobola. Oui, c'est ça. Il y a des bulles un peu partout pour qu'éventuellement, tout
tout s'évapore. Il n'y a plus de bulles séparées, mais tout. Mm. Non, c'était tellement bien expliqué. C'est comme si la conscience du nouveau monde était expliquée scientifiquement. J'adorais ça. Mais pour toi, Christophe, ça s'est fait, ce changement de vision du monde, puis le fait que tu as réalisé que tout est faux, puis que c'est comme une pièce de théâtre. Si j'ai bien compris. Ça fait longtemps, ça. Ben, c'était pas à la suite d'une mort, une expérience de mort imminente. Ouais. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous le partager? Pardon. Oh, là, ça te fait tousser, là. C'est pas bon signe. Non, c'est parce que je sors d'une bronchiolite et depuis tout à l'heure, je me retiens de tousser. Et bon. Ça, c'est la COVID longue, Christophe. Tu le relèves, oui, bien sûr. Tu le relèves. Donc, ça a certainement aussi un point d'ancrage. Oui, peut-être, oui. C'est ça. Un petit traumatisme à quelque part. Là. Alors, traumatisme, c'est vrai que ça a été. Bon, très schématiquement, j'ai rencontré plusieurs fois la mort ou j'ai échappé plusieurs fois à la mort. Et lors d'une expérience chamanique que j'étais allé mener au Mexique, psychédélique d'ailleurs, là, je me suis rendu compte des conclusions finalement de la physique quantique, comme quoi tout était énergie, que tout était information, etc., parce que j'étais encore vachement formaté, façonné par la puissance de l'esprit. Est-ce que tu avais fait de l'ayahuasca? Non. Ah non, parce que tu as dit psychédélique, c'est pour ça que j'ai pensé à. Oui, mais il y a d'autres médecines que l'ayahuasca. Et à l'époque, bon, j'avais 22 piges, hein, donc c'était plutôt à l'époque la psilocybine, le peyote, qui était en vogue. OK. Rolly Castaneda ou Lee Castaneda, comme ça, tu pourras te mettre à la page. Et en fait, cette EMI, j'en ai eu, j'en ai eu 2 et j'en ai eu une 3e particulièrement forte en séance chamanique. Et quand j'en suis sorti, j'étais en avance. Moi, mon univers était en avance de quelques secondes sur ce qui se passait autour de moi. Wow. Donc ça paraît complètement délirant. Je me le suis très souvent demandé et très longtemps demandé d'ailleurs, parce que j'étais gamin à l'époque. Je me suis demandé si c'est moi qui déconnais pas et si c'était pas la puissance de cette dite drogue qui m'amenait à avoir de telles sensations, tu vois. Et en fait, non. Le fait de savoir que y a le gamin qui allait perdre son doudou, celui qui était à 5 mètres de moi 2 secondes après, je le savais. Mais ça m'a aussi joué pas mal de tours parce que ensuite, je me suis retrouvé complètement isolé. Je suis devenu un peu parano, sinon schizo, parce que je comprenais pas comment je pouvais avoir, moi, cette perception-là, comment est-ce que j'avais pu ouvrir les portes de cette perception et que les autres, non. Et crois-moi que quand tu as 22 balais et que tu reviens au monde des études, de la fête, du sport, de ci, de ça, et que tu te retrouves dans une situation telle, c'était pas très évident pour moi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai toussé après. Mais cette expérience, elle m'a surtout amené après, pendant 2 ans, à être sans aucune énergie. C'est-à-dire que j'ai passé 2 ans alité après cette expérience. Wow, OK. Ouais. Oh là là. Mais sans un diagnostic spécifique, juste complètement sans épuisé. diagnostic spécifique, en fait,
les médecins qui s'étaient penchés sur mon cas comprenaient pas pourquoi j'avais une hépatite A avec un virus Delta. Donc le virus Delta, c'est normalement ce qui caractérise les hépatites B, qui sont des hépatites récurrentes, si je puis dire, permanentes. Et avec la A, normalement, c'est pas possible. Donc il y avait déjà là, il y a un truc qui fonctionnait pas. Et ils ne comprenaient pas ce que je pouvais avoir, étant donné que toutes les batteries de tests avaient été faites en passant par les parasites, l'amibiase, le ci, le ça. Enfin bon, j'avais été ausculté de partout et personne ne savait ce qui m'était arrivé. Et c'est la médecine chinoise, soit dit en passant, qui m'a sorti de cette ornière. Quelle surprise! Une médecine de quoi, 5000 ans? C'est spécial. Oui, enfin, c'est spécial qu'elle t'ait sauvé plus qu'une médecine de 300 ans. Ouais, si l'on veut. Enfin, moi, je ne dis pas la médecine chinoise est géniale et la médecine allopathique, c'est de la merde. C'est que selon, tu vois, tu as des médecines qui sont plus ou moins adapté au niveau énergétique et au niveau de l'information. Surtout pour qu'est-ce que tu vivais, qui était peut-être pas trop 3D. Là, mais est-ce que ça a duré longtemps, ça, cette espèce de prémonition ou que tu avais l'impression d'être en avance de quelques secondes, minutes? Ça a duré facilement 2-3 mois. Quand même. Et tu pensais que tu devenais fou? Alors, fou ou en tout cas, déjà, j'avais eu beaucoup de mal à revenir de mon voyage astral. Et puis, je m'étais imaginé que c'est quelque chose qui ne cesserait jamais, quoi. Ça te faisait peur? Non, ça ne me faisait pas peur. Ce qui m'avait fait peur, vraiment, ce qui m'a fait peur, c'est quand j'ai pas pu redescendre de mon voyage astral. Là, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur et d'un autre côté, si tu veux, l'enseignement était tellement riche puisque le mythe de la caverne ou l'allégorie de la caverne de Platon, j'étais en plein dedans. Tu étais retourné dans la caverne? Oui, je suis retourné dans la caverne. Ou non, c'est peut-être plus aujourd'hui que tu retournes dans la caverne et tu essaies de réveiller les autres là, qui dorment, qui voient qu'ils sont enchaînés. Bon, je ne suis pas le seul. Hein. Je pense, Amélie, que notre invité, Christophe Cossé, a pris une marche du côté sauvage. Ce qui nous emmène en musique avec cette très belle chanson de Lou Reed des années 70, Walk on a Wild Side. C'est une de mes chansons préférées des années 70. Et c'est une chanson qui ne l'a pas eu facile, hein, parce que elle a quand même échappé à la censure, mais ça parle quand même de sujets quand même assez lourds, dont la drogue et aussi la transidentité. Tiens, tu vas aimer ça. Wow! C'était une chanson très avant-gardiste quand même. Oui, absolument. Pourquoi ce choix-là, Christophe, Walk on a Wild Side de Lou Reed? C'est votre côté un petit peu rebelle? Oui, il y a de ça. C'est le premier disque que j'ai acheté quand j'avais 7 ans. Et c'est mon frère qui m'avait accompagné chez le disquaire pour l'acheter. Et j'étais vraiment très fier de l'avoir. Et parce que Lou Reed, à l'époque, c'était le rock, c'était du rock gentillet, hein, c'était les Stones versus les Beatles. Quand à 7 ballets, t'écoutes déjà les Deep Purple. Ça en prend gros pour t'impressionner. et Lou Reed, voilà. Donc c'était pour marquer le fait que c'est la chanson qui m'accompagne depuis que j'ai 7 ans. Et puis aussi et surtout, et là, petit moment d'émotion pour moi intérieure en tout cas, c'est parce que
le 26 décembre. Et le jour de la mort de mon frère, l'an dernier, et que je voulais absolument que le film soit diffusé pour lui et pour honorer sa mémoire. Une belle attention. Et on va justement lui dédier la prochaine chanson. Merci. Walk on the Wild Side, Lou Reed à Radio Unicité pour Christophe Cossé, notre invité aujourd'hui. C'est un très beau moment qu'on vient de vivre. Merci beaucoup, Christophe Cossé, notre invité d'aujourd'hui, pour ce beau partage. On a écouté la chanson différemment. On était vraiment avec vous. Dans l'émotion. Oui, C'est gentil. Saviez-vous, sur une note plus légère, que la chanson a été produite par David Bowie? Évidemment. Évidemment, non, moi je savais pas ça, mais, Amélie, ça sonne une cloche parce que c'est son style, effectivement. C'est livré à la David Bowie, on dirait même. Oui, absolument. C'est une belle atmosphère, un peu folk, très épurée. Alors, moi, j'ai toujours aimé cette chanson-là, malgré que moi, mon premier disque, mon premier 45 tours était Madonna. Alors, on est très loin de ce moi, c'était 33 tours. Hein. Ben, c'était une rebelle, Madonna, quand même. Hein? Oui, oui, quand même, mais d'une autre époque, disons. Oui, c'est ça. Christophe, on a très, très hâte à la sortie de ce film-là, le 26 décembre prochain. Et on peut aider, on peut soutenir le film. J'aimerais le mentionner à nos auditeurs parce qu'effectivement, il y aura une suite, on espère, une suite d'épisodes à ce premier ouvrage, Wake Up. Comment fait-on pour soutenir ce mouvement, ce film? Alors, je dirais de plusieurs façons. Déjà, le fait de le faire connaître est une façon de le soutenir. Le but premier, pour un artiste ou pour une personnalité comme la mienne, est évidemment de faire connaître au plus grand nombre son art. Son art ou son œuvre. Ouais, c'est ça. Donc déjà en parler, déjà le partager, déjà échanger et évoquer les valeurs que ce film transporte. Déjà, c'est beaucoup. Ensuite, comment le soutenir? C'est assez facile. Sur le site, merci de l'avoir mis en bas, là, ouais. Bon, je ne vois pas la radio, mais quand je vais diffuser en vidéo, au moins les gens vont pouvoir le voir. C'est le www.wake-up-lefilm.com. Mais je vais le mettre, on va l'afficher sur la page de la radio aussi. Ouais, c'est gentil. Donc, en allant sur le site officiel, on a la possibilité de souscrire pour le film. Et sur la plateforme Tipeee, il est également aussi possible de garnir la cagnotte. Alors aujourd'hui, sur les 60 000 € que coûte chaque épisode, film, en tout cas, voilà, chaque épisode qui a coûté en gros ce film. Et ça, je crois que c'est 60 000 € sans que tu sois payé. C'est juste la base. Les frais. Ouais, c'est ça. Ouais. Si je me trompe pas, là. Non, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Ouais, bon, bref, si je peux être payé, c'est très bien. Maintenant, si j'aimerais surtout rembourser mes dettes. Ça serait bien que tu puisses vivre aussi. Ouais, bon, ça on est tous les deux sur le salaire de ma chérie et on a pris pour parti de se dire que si je pouvais pas me payer, je pouvais pas me payer et que c'était plus important de faire passer les idées, de faire passer le film et de faire vivre le film. Bon, ma chérie, tu as de la pression, là. Alors, j'espère que les gens seront généreux parce que c'est un film dont on avait grandement besoin. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien de savoir qu'il y a quelque chose de positif qui s'en vient et qu'on peut collaborer à ça. Donc, je rappelle l'importance de ces intervenants-là qui sont très inspirants, qui sont élevants. Alors, je vous rappelle le site Internet parce qu'à la radio, on ne voit pas l'écran. Wake-up-lefilm.com.
Alors, voilà pour y collaborer. Et puis, ce que je voulais mentionner également, c'était votre souhait le plus cher, justement, parce que c'est bien de le faire vivre, mais quel était ou quel est votre objectif premier avec ce film-là? Ou Avec la série, ouais, c'est votre ça. souhait le plus cher? Ben, c'est de la mener au bout. Au bout de combien qu'il y a de Ben, films, en c'est-à-dire fait? pouvoir faire les 5 autres épisodes à Oui, suivre. voilà. Ah oui. Mhm. Est-ce que le 2e épisode est commencé? Le 2e épisode, non, parce que Non? déjà le premier, là, j'ai pas fini de le payer. J'ai réussi à glaner peu ou prou 30 000 euros sur les 60 000, donc il me manque encore 30 000 euros de budget pour rentrer dans mes frais et aussi payer. J'aimerais payer ceux qui se sont investis bénévolement dans le film, parce qu'il y en a Mhm. pas mal. Mhm. Enfin, pas mal. L'équipe, hein, on est à tout casser, on est 8 maximum. Hein, c'est pas Donc, des énorme. gens de cœur qui se sont investis pour le bien de ce Ouais, film-là, quand même, hein, faut le ouais, tout à souligner. fait. Mais j'avais une question. En fait, c'est de base ma question, mais le 26 décembre, le film sort, mais sort sur les plateformes, donc on Ouais, paye pour le voir, ouais, ouais, ouais. comme Hold Up. Alors, ce sera en tout cas, au moins sur 5 plateformes, ouais. Et d'abord sur le site officiel du film, sur le Oui. wake-uplefilm.com. Ouais. Ce sera aussi diffusé, je pense que on n'aura pas de censure sur YouTube et sur Facebook. Et puis Ouais, ensuite, je vois pas pourquoi ça serait censuré, effectivement. C'est non, très enfin élevant. bon, je recadre quelque peu aussi le discours autour de la vaccination. Donc, peut-être que ça peut être sujet à caution, peut-être qu'il peut y avoir un ou deux intervenants qui se sont déjà fait brocarder par les services spéciaux du ministère de la Pensée. Et il y en a peut-être 2 ou 3, oui, qui sont un peu borderline parce qu'ils ont déjà été réprimandés par la bien-pensance. Mais sans ça, non, il n'y a pas matière, puisque c'est une matière qui vise à faire réfléchir sur ce qu'est le vivant, alors qu'on est en train de se faire noyer par le matérialisme et le numérique, et Ouais. que maintenant, tout est bon, soi-disant, pour notre sécurité. Donc, on voit bien l'autoritarisme qui est en marche. On dirait que le vivant est devenu une théorie du complot, hein. Oui, c'est ça, mais c'est assez fantastique. Ouais. C'est assez fantastique d'en arriver là. Et même si c'est une posture philosophique, hein, le matérialisme, on peut très bien dire que ça s'entend, hein, ça se conçoit aussi de dire que la conscience n'existe pas, que le sacré n'existe pas, que Dieu n'existe pas. Ok, c'est une tendance philosophique et on est depuis maintenant un peu plus de 3 siècles assujetti, je pèse mes mots hein, en disant assujetti à cette pensée philosophique qui devient unique. Maintenant, comme on est arrivé au bout du système, c'est en tout cas mon point de vue, il est temps de réagir. Je ne suis absolument pas militant écologiste, loin s'en faut. Je ne suis absolument pas militant de l'effondrement, de ci, de ça. Non, rien du tout. C'est-à-dire qu'on a tout, nous avons tout, mais on veut nous faire croire qu'on n'a rien. C'est-à-dire que demain, semble-t-il, que grâce à l'intelligence artificielle et grâce au progrès de la technologie, eh ben, on va pouvoir avoir une conscience soi-disant multipliée ou démultipliée grâce à l'inventivité et à l'intelligence humaine. C'est tout con parce que avec la spiritualité, avec la foi ou avec simplement la conscience, on n'a besoin de rien parce qu'on a déjà tout. Mhm. Donc, on est encore dans un marché de dupes, on est encore dans l'instrumentalisation de la pensée pour créer une réalité ou pour créer des réalités qui sont complètement déconnectées du réel. Et donc, c'est pour ça que
l'ensemble de la série est pour moi importante à pouvoir produire parce que je reviens sur tous ces principes et qui rejoignent les principes des peuples premiers, qui rejoignent évidemment les textes philosophiques, notamment de la Grèce antique, mais aussi de la Rome antique, et qui rejoignent les textes sacrés ou les écrits des grands mystiques. Donc c'est bien que s'il y a concordance de tout ça, c'est bien que ça mérite d'être mis en exergue et abordé. Mais aussi qu'on voit aujourd'hui en fait, la Terre produit beaucoup d'abondance. Il y a de l'abondance pour tous et on nous fait croire qu'il y a des pénuries, puis on est en manque, puis on est toujours dans la peur, puis le manque. C'est fascinant de voir ça. C'est la base du business, hein, c'est de créer le besoin et de créer le manque. Sans ça, vous ne faites pas de business. Tout à fait. Avant de terminer, Christophe, je voulais juste savoir s'il y avait eu des développements dans l'histoire du directeur général de France Presse qui a été mis en examen pour avoir diffamé le film Hold Up. Moi, je trouvais ça délicieux. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ça. Alors, pour le moment, silence radio, je n'ai absolument aucune nouvelle de cette procédure juridique et c'est normal puisque de toute façon, je pense que déjà les tribunaux sont submergés par de multiples affaires et celle-ci n'échappe pas à la règle. Donc, c'est une très bonne nouvelle que le patron de l'AFP ait pu être mis en examen. Pour les raisons que vous avez évoquées ou que tu as évoquées, Amélie, parce que c'est de la diffamation. Et je lui souhaite vraiment tout mon courage et toute mon énergie pour qu'il parvienne à démontrer... que ce n'était pas de la diffamation. En même temps, ils vont sûrement pas exposer ça... en grande pompe, là, ça c'est bien clair. En plus, Agence France Presse, il me semble que c'est eux souvent qui déterminent même la nouvelle dans nos médias ici, si je ne me trompe pas. Ils ont le bras long, Agence France Presse. C'est la fabrique. La fabrique de la nouvelle internationale, la francophonie. La fabrique de l'information. Ouais, c'est ça. Mais t'as aussi bien, c'est le Poynter Institute qui est aux États-Unis et qui est peu ou prou aussi sous l'influence de Monsieur Soros et qui va aussi alimenter toutes les officines de fact-checking, qui les financent d'ailleurs. Il faut bien savoir que, en tout cas en France, je ne connais pas l'équivalent au Québec ou au Canada, mais tous les organismes de soi-disant fact-checkers sont financés par l'État, par Facebook, par Microsoft, par Google, par Google, et par le Poynter Institute. Et le Poynter Institute, c'est Soros qui est derrière. Donc, quand on sait la puissance phénoménale de ces sociétés ou de ces énergumènes, on se rend compte à quel point, effectivement, l'information nécessite d'être biaisée. Et d'ailleurs, Gates a dépensé 12 milliards, je crois, pendant toute la phase Covid pour informer. Oui, tout à fait. Eux autres ne sont pas fact-checkés, par contre. On voit que tout ça est très, très, très crédible. Je trouve que vous êtes un peu complotiste, là. Ah, ben, voyons donc, non, pas du tout. Nous, en fait, ce qu'on vous souhaite, Christophe, c'est le meilleur des succès avec ce film-là, ainsi que les prochains. Alors, merci infiniment d'avoir été avec nous pour nous décrire ce fabuleux chef-d'œuvre. J'invite les gens... C'était vraiment Ce n'est un chef-d'œuvre, vraiment. Oui. J'ai adoré le film. Très élevant. 26 décembre, la sortie.
Oui, d'ailleurs, je l'ai vu en exclusivité. Je suis très chanceuse. On est chanceux, Merci, hein? Christophe. On est chanceux. Oui. J'aimerais aussi en profiter pour remercier notre adjointe Ghislaine. C'est elle qui a permis cette entrevue. Alors, merci beaucoup pour avoir rendu cette entrevue possible. Donc, wake-uplefilm.com pour voir ce film-là dès sa sortie le 26 et pour pouvoir y contribuer aussi financièrement parce que ça vaut vraiment le coup. Merci infiniment, Christophe, encore une fois. Merci à tous les deux. Je suis très touché par tous les qualificatifs que vous avez employés. Et puis, je suis très touché aussi du fait que le film vous ait plu et qu'il ait touché votre cœur. Parce que c'est bien là mon dessin. Voilà. C'est comme un poème, ce film. C'est très scientifique et en même temps, c'est poétique. Ça fait voyager. Oui. C'est ce que je suis aussi. Oui, voilà. Ça l'incarne tout. C'est toi, absolument. Et on souhaite que les gens se réveillent justement avec ce film. Wake up! Écoute, tu vois, je suis pas le seul. J'ai plaisir aussi à dire qu'il y a d'autres films comme le mien qui sortent en ce moment ou qui vont sortir dans cette même veine et réjouissons-nous de cet état de fait. Ça n'en prend plus. On va se laisser sur un beau voyage musical que vous nous avez suggéré, Christophe. On termine avec Miles Davis, que vous appréciez beaucoup. Je vous laisse présenter la chanson pour terminer. Tu veux que je la présente? Pourquoi avoir choisi cette chanson-là? Ouais. Alors, pourquoi avoir choisi cette chanson-là? Kind of Blue, c'est aussi pour moi l'album majeur de Miles Davis. Et Miles, petite anecdote, en tout cas, c'est la raison aussi pour laquelle je l'ai choisi, non seulement parce que je l'écoute très souvent et Miles m'accompagne très souvent, mais aussi et surtout parce que le mec, j'ai beaucoup d'estime pour lui, au-delà de l'ensemble de ses qualités musicales. C'est une petite anecdote pour illustrer mon propos, selon lequel le mec était aussi un peu rebelle. Après avoir composé la musique de Louis Malle pour Ascenseur pour l'échafaud, il y a un gars de Télérama, je crois, ou d'un autre support très populaire dans les années 60, qui fait la remarque suivante à Miles Davis en lui disant, mais bon, voilà, votre musique c'est bien sympa, mais il y a quand même pas mal de fausses notes. C'est vrai que dans le free jazz, on s'en fout qu'il y ait des fausses notes ou autre. Et bon, bref. Et Miles de lui répondre, oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous n'avez pas relevé l'harmonie globale qui se dégage même avec des fausses notes. Et si vous vous êtes concentré sur les fausses notes, c'est qu'il doit bien y en avoir quelque part en vous. Voilà. C'est une excellente réponse. On se laisse sur cette magnifique chanson de Miles Davis et on se dit à bientôt, j'espère. Ah, ouais, ce serait super chouette. Merci beaucoup à tous les deux, c'était très sympa. Merci.